Le Magicien d'Oz, The Wizard of Oz, un film américain de 1938 de Victor Fleming, d'après le roman de Frank Baum, avec, dans la distribution, Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bernard, Jack Haley, Billy Burke et Margaret Hamilton. Le sujet. La petite Dorothy, c'est-à-dire Judy Garland, jeune orpheline qui vit chez son oncle et sa tante au Kansas, est emportée par un ouragan jusqu'au merveilleux monde d'Oz. Dorothy et ses compagnons de fortune se rendent au-delà de l'arc-en-ciel par la route en briques jaunes jusqu'à la cité d'Émeraude, où ils pourront s'approcher du magicien d'Oz, convaincus qu'il détient la clé de leurs petits problèmes. Mais la méchante sorcière de l'Est fait tout pour leur rendre la vie difficile. Notre avis. Le cinéma fantastique est un genre bien difficile, car le cinéma doit être à la hauteur techniquement de l'imagination des lecteurs de romans d'anticipation ou des amateurs de contes de fées. Il faut que la magie soit bien réelle et bien matérialisée sur l'écran. Par ailleurs, et ça n'est pas la moindre difficulté, il faut que le film soit rentable, car en général ce sont des films à gros budget qui demandent des effets spéciaux et de la figuration, et la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est ainsi que la Paramount s'était essayée à un Alice au pays des merveilles en 1933, et le résultat n'avait pas été fameux, tant du point de vue artistique et du spectateur que du point de vue du tiroir-caisse, car ça n'avait pas été un film rentable. Mais si le genre est difficile, il n'est pas impossible. On se souvient notamment d'un très bon film soviétique, Le Nouveau Gulliver, réalisé en 1935 avec des moyens modestes, mais qui réussissait à recréer la magie de cette aventure extraordinaire. Mais la vraie révolution en la matière, c'est Le Blanche-Neige et les 7 nains de Walt Disney, réalisé en 1937. En effet, avec ce long métrage, on découvre tout d'abord que le dessin animé peut ne pas être cantonné à des courts-métrages de 3-4 minutes en ouverture de programme, mais peut constituer un spectacle à part entière, donc un long métrage. Et de surcroît, lorsqu'il est réalisé en couleur, il obtient des résultats extraordinaires sur le public, car avec ce type de dessin animé, la réalité cinématographique est à la hauteur de la magie, du rêve et du fantastique. Et puis, et surtout, c'est un spectacle qui peut être rentable financièrement pour les compagnies. C'est ainsi que la MGM, à la suite du succès de Blanche-Neige en 1937, achète les droits d'un roman qui est Le Magicien d'Oz, qui avait déjà été adapté à l'époque du cinéma muet en 1925 avec Oliver Hardy et sans Stan Laurel. Et donc là, on mise tout sur une prouesse technique avec de la couleur en Technicolor, des effets spéciaux grandioses qui sont encore bluffants aujourd'hui. La scène du cyclone est particulièrement bien construite et réussie, et puis on a le chemin pavé d'or et d'autres effets visuels de toute première qualité. Oui, avec ce film en couleur, on est vraiment au pays de l'arc-en-ciel. C'est une remarquable prouesse technique. De plus, les chansons sont particulièrement entraînantes et très bien interprétées. Si artistiquement il n'y a rien à dire, il faudra quand même attendre 1949 et la deuxième sortie en salle pour que le film devienne rentable. Et puis après, ça sera un petit peu la poule aux œufs d'or, puisque les droits seront vendus dans les années 50 à la télévision, qui en fera son spectacle de Noël par excellence pendant de très très nombreuses années. Mais comme souvent avec les films à gros budget, sa réalisation n'est pas un long fleuve tranquille. Alors officiellement c'est Victor Fleming, le réalisateur, mais celui-ci va abandonner le tournage très rapidement pour rejoindre un autre plateau de la MGM et tourner
Gone with the Wind, donc Autant en emporte le vent. Il sera remplacé, alors il y a Richard Thorpe qui intervient, George Cukor, King Vidor, enfin il y a beaucoup de réalisateurs qui travaillent à ce film, mais c'est en réalité un film de studio, un film plutôt de producteur, et notamment de Louis Mayer. Le tournage n'est pas de tout repos pour les acteurs. Alors bien sûr, il y a l'anecdote de l'acteur qui interprète l'homme de fer blanc qui va se retrouver à l'hôpital car il fait une réaction grave à l'aluminium qu'on lui badigeonne sur le corps pour imiter le fer. Il sera remplacé au pied levé par Jack Haley. Et puis, bien sûr, il y a le choix du rôle principal, celui de Dorothy, qui sera finalement interprétée par Judy Garland, alors que Louis Mayer voulait en premier choix obtenir Shirley Temple, la star numéro 1 des baby stars de Hollywood, mais la Century Fox refusera de la lui prêter pour ce film. Qu'importe, Judy Garland est excellente dans ce rôle de petite orpheline qui apprend à prendre en main son destin malgré toutes les difficultés. Alors on remarquera son petit air mélancolique qui n'est pas sans avoir un rapport, selon les rumeurs d'Hollywood, qui n'est pas sans avoir un rapport avec les mauvais traitements ou les contraintes que lui font subir la production. En effet, Judy Garland, qui a 17 ans, alors qu'elle interprète un personnage une enfant de 12 ans, se verra comprimer la poitrine pour paraître plus juvénile, compression assez douloureuse, et puis comme elle a tendance à avoir un bon appétit, on va lui administrer un traitement d'amphétamine pour lui faire perdre du poids et puis la dynamiser le matin, alors même que le soir on lui donne des tranquillisants pour la faire dormir. Donc tournage assez éprouvant pour la pauvre Judy Garland, mais comme le disait le bon docteur Louis-Ferdinand Céline, la vie de Chicksa à Hollywood n'est pas de tout repos.